Bienvenue dans Grossophobie, un podcast où l'on va parler de grossophobie. Moi c'est Julie, et pendant cette première saison, je vais t'emmener à la rencontre de Margot, Laurence et Virginie. Avec elles, on parlera du rapport au corps médical, des régimes, des TCA, de discrimination à l'embauche, de maternité ou encore de stéréotypes. Pour ce premier épisode, je voulais te présenter Laurence. Laurence, je l'ai rencontrée dans une association de soutien aux sans-abri. Elle a le cœur sur la main, mais il ne faut pas lui marcher sur les pieds. Je dirais même que c'est une grande gueule. Avec elle, j'ai voulu discuter de discrimination dans le monde du travail. Dès mon premier job, j'ai toujours été grosse, ça c'est sûr. Que dans mes premiers jobs, ça m'a pas forcément sauté aux yeux, j'étais aussi moins sensibilisée à ça. J'étais juste un peu, le monde du travail, c'est pas franchement très cool. Mais ça s'arrêtait là, quoi. C'est surtout dans mon second job que c'est devenu vraiment compliqué, où directement il y a eu du mobbing de la part de mon responsable d'équipe, lié à mon poids, entre autres, mais pas que. Enfin, il y avait aussi des divergences de valeurs, mais le fait est qu'il m'attaquait très clairement sur mon poids, très régulièrement. C'était vraiment le levier de rêve pour lui, histoire de bien me mettre la tête sous l'eau. C'était de l'ordre de me reprocher le fait que des fois, quand je me baissais, je me relevais pour aider une personne à se lever, etc. On pouvait voir le bas de mon dos, des fois mon t-shirt qui remontait. Et là, c'était très problématique, apparemment. C'était... apparemment, le fait que les gens puissent savoir que j'avais de la peau, c'était juste apparemment inconcevable à ses yeux. Et au premier abord, je me suis dit, bon, il est spécialement pudique, spécialement... Après, j'ai quand même constaté que j'ai une collègue beaucoup plus dans la norme physiquement que moi. Et un jour, j'ai quand même fini par lui rentrer dans le cadre en lui disant, oui, mais enfin, cette collègue-là, j'ai pas l'impression que tu la tannes avec le fait qu'on voit son nombril, qu'on voit le haut de ses fesses et tout. Je te demande pas de la tanner, hein. Moi perso, j'ai aucun problème avec comment elle s'habille. Juste, j'aimerais bien comprendre la différence de traitement par contre. La réponse, elle a tenu en 3 mots. Oui, mais elle, c'est joli. Ok. J'avais pas lu sur mon cahier des charges que être un bibelot décoratif faisait partie de mes fonctions. Je l'ai découvert à ce moment-là. Et puis il y a eu pas mal d'autres trucs. Enfin, j'ai un passé de troubles alimentaires. À l'époque, c'était encore un peu d'actualité. Et c'est le moment où j'ai un peu pris les choses en main à ce niveau-là. Et où j'ai commencé un suivi avec une psychologue pour mes troubles alimentaires. C'était important que j'ai congé pour ce suivi. Et vu que c'est un suivi médical, on m'a demandé un certificat médical. Le fait est que c'est bien écrit dans le libellé que c'était en lien avec mon poids. Et là, à partir de là, la grossophobie, elle est passée à l'échelon plus haut, c'est-à-dire ma directrice, parce que c'est elle qui a eu ce truc dans les mains. Donc, j'ai eu droit à des remarques, mais complètement hallucinantes, sur ma manière de manger. Et ça, évidemment, ces remarques ont eu lieu après qu'elle ait su que j'avais un suivi pour un trouble alimentaire. Donc, c'était quand même juste curieusement ciblé, on va dire. Et là, ça a été un foutu cauchemar. Mais je pense du début à la fin. J'ai travaillé 2 ans là-bas à peu près. Et ça a été 2 ans d'enfer, vraiment. C'est vrai que j'ai honnêtement complètement perdu ma motivation. Parce qu'il y a eu vraiment une accumulation de trucs comme ça. Le sommet, je crois, étant quand même un espèce de gros combo de grossophobie, culture du viol. Et j'ai quand même eu le droit à, dans une discussion avec ce fameux responsable d'équipe, allez, encore l'autre soir au souper d'équipe, on voyait le bas de ton dos et puis le haut de tes fesses, et quand même... franchement, on m'aurait dit que tu t'étais fait violer dans les buissons en rentrant, que ça m'aurait pas étonné, puis quelque part tu l'aurais bien cherché. Et c'était comme ça en permanence, enfin, des pics, des remarques, des refus de m'adresser la parole, des critiques constantes sur mon travail. J'étais au fond du bac niveau moral, j'en pouvais plus. C'est pesant parce que justement je suis quelqu'un d'assez affirmé. Enfin, j'essaye de l'être. J'hésite pas trop à rentrer dans le cadre des gens s'ils sont inadéquats. Mais par contre, c'est vrai que dans le cadre du boulot, c'est pas simple, quoi, parce que ça a quand même des implications qui sont pas les mêmes que, allez, mettons,
quand je me prends une remarque inadéquate dans le bus, mais dans le cadre du boulot, on peut pas se permettre le même genre de choses, quoi. Et c'est vrai que c'est hyper frustrant, ça, par contre. Et, euh, et ça peut vite devenir très pesant. Enfin, ça, clairement, ça, je l'ai... dans le job où ça s'est hyper mal passé, ça m'a vraiment bousillé, moralement. Les stéréotypes grossophobes influencent la perception des candidats gros. On trouve qu'ils présentent moins bien, on pense qu'ils sont moins dignes de confiance, qu'ils manquent de volonté, d'énergie, qu'ils ne résistent pas au stress ou à la pression, qu'ils se laissent aller. Un homme obèse a 15 fois moins de chances de décrocher un entretien d'embauche qu'une personne mince à CV et compétences égales. C'est une spirale sans fin, les gros ne peuvent pas travailler parce que les gros ont l'image de gens qui ne travaillent pas. Daria Marx et Eva Pérez-Bello, dans Gros n'est pas un gros mot. Après cette période catastrophique de boulot, j'ai fait une période de chômage où j'étais en recherche d'emploi. Et il se trouve que le chômage, quand la personne n'est pas prise, il demande un retour à l'employeur. Et là, la réponse, ça a été sa présentation négligée. À savoir que j'étais en pantalon noir, tout ce qu'il y a de plus classique, en haut, tout ce qu'il y a de plus standard. Autant je suis pas quelqu'un qui m'habille très féminin au quotidien, c'est pas dans mes goûts, autant quand je vais à un entretien d'embauche, je mords un peu sur ma chic et sur mes principes féministes de libre choix des habits. Et je me dis, je vais présenter de la manière dont on attend qu'une femme présente, parce que si j'ai envie d'avoir le poste, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté. Enfin, j'ai été convoquée par ma conseillère au RP, parce que quand même, ça nécessitait un peu un entretien, cette histoire-là, parce que ça donnait un peu l'impression que je sabotais les entretiens, quoi. Puis elle m'a demandé comment j'étais habillée. J'ai décrit mon habillement. Et là, dans l'échange avec elle, je dis, très honnêtement, je pense que mon poids jouait un rôle. Et puis elle m'a dit, très honnêtement, je pense que oui. Alors après, c'était pas dit explicitement, cette personne est trop grosse. Mais c'était quand même ma présentation. Et c'est vrai que ça, c'est le gros problème avec aussi tous les préconçus sur la santé des gros. On martèle tellement que gros égale en mauvaise santé. De toute façon, de manière complètement univoque, comme ça, t'es gros, t'as des problèmes de santé, point. Il y a des gros qui n'ont pas du tout de problème de santé. Mais exactement de la même manière qu'il y a des minces qui ont des problèmes de santé, et c'est pas écrit sur la tête des gens, moi je suis diabétique, moi j'ai de l'hypertension, moi ceci, moi cela. Et à un entretien d'embauche, on pose pas ce genre de questions, parce que ça serait clairement vu comme de la discrimination. Et ça en serait, donc c'est très bien qu'on pose pas ce genre de questions, soyons clairs. Par contre, quand on a un gros en face, à un entretien d'embauche, on se dit, cette personne est en mauvaise santé, je vais pas l'engager parce que cette personne va être tout le temps malade, pas fiable, blabla, tout ça. Je peux pas certifier qu'il y a eu que cette fois-là, mais il y a eu que cette fois-là que la personne en face a été suffisamment honnête ou suffisamment bête, honnêtement je sais pas, pour le dire. Combien même j'aurais voulu faire quelque chose en justice ou autre, c'est sûr que c'est très compliqué de se défendre individuellement. C'est par contre assez facile à prouver statistiquement parce que c'est quand même un très curieux hasard que à peu près systématiquement, quand une personne grosse se retrouve au chômage, elle met plus de temps que la moyenne à retrouver un job, etc., etc., quoi. T'as vu la grosse, t'as vu le boudin. Oh là là, le monstre. Les très très maigres sont à l'abri, on les insulte rarement, on les plaint plutôt. Les pauvres, à coup sûr, ils sont malades. Mais les très gros, les trop gros, on ne les rate jamais, on ne se retient pas. On y va sans vergogne, comme si les rondeurs et la graisse amortissaient les coups, comme si les gros ne sentaient rien, étaient incapables d'émotion. Anne Zamberlin, dans Coup de gueule contre la grossophobie. Maintenant, je travaille avec des enfants et ados. Alors, il y a eu 2-3 petites remarques, trucs un peu... Enfin, c'était nettement moins malveillant. Voire même, c'était bienveillant. C'était le côté de cette grossophobie bienveillante qui est pénible, qui est de plus de l'ordre des conseils non sollicités sur sa santé et tout ça. Enfin, tout le monde se découvre un diplôme de médecin, de nutritionniste, de médecin sportif, de tout ce qu'on veut quand il s'agit des gros, en fait. Tout le monde se prend Enfin, tout le monde. Énormément de monde
se prend la liberté de leur donner des conseils santé qui, au mieux, sont adéquats, mais qui n'ont jamais été sollicités. Donc, même si le conseil est bon, si on n'est pas demandeur du conseil, c'est déjà pas le bon moment. Et qui, au pire, sont complètement à côté de la plaque, voire dangereux, quoi. C'est difficile de répondre à ça. Et c'est compliqué dans la relation avec les collègues, quand j'entends des choses qui sont juste... qui me font hurler par rapport à ces jeunes. Quand j'entends, ah, cette jeune, non, franchement, faut quand même un peu la convaincre de ne pas s'acheter ce bikini-là, parce que ça, avec son poids, ça la met pas en valeur. Là, c'est très compliqué de répondre de manière adéquate à ça. Parce que moi, je peux pas juste laisser dire ça. Et c'est compliqué de pas être dans l'émotionnel et puis de pas juste sauter à la gorge du collègue, quoi. Et ça serait complètement contre-productif, quoi. Et le pire, je pense le plus compliqué dans le combat contre la grossophobie, c'est que c'est malheureusement souvent bienveillant, en fait. Enfin, dans le sens, les gens ont tellement intégré ce modèle de gros égale pas en bonne santé, gros égale pas beau, que quand le collègue dit « Ah, mais cette jeune, il faut pas qu'elle s'habille comme ça la met pas en valeur », il veut pas lui faire de mal. C'est pas elle est vraiment moche, cette jeune. Il veut la protéger des regards malveillants. Sauf que c'est compliqué de faire comprendre à quelqu'un qui n'est pas concerné que en faisant ça, justement, tu renforces le cliché. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Grosso Quoi, un podcast produit par Décadré. Vous pouvez l'écouter sur le site décadré.com où vous trouverez tout un tas de ressources, mais aussi sur SoundCloud, Spotify ou YouTube. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à me donner votre avis.